Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. « 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce matin en France et comme chaque rentrée scolaire, il y a des nouveautés qui font débat. Réduction du nombre d'élèves dans les classes des quartiers dits défavorisés. Retour aussi à la semaine de 4 jours et le renforcement des apprentissages fondamentaux. Avec nous pour en parler, Isabelle Dignocourt. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure de lettres classiques, latin et grec ancien autrefois. Et vous êtes l'auteur du livre « L'éducation nationale, une machine à broyer ». Les mots sont forts, c'est aux éditions du Rocher. Comment sauver nos enfants? Vous allez nous dire cela. Catherine Verdier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, auteur de #J'aime les autres, les bonnes relations à l'école. C'est aux mêmes éditions du Rocher. Vous êtes aussi, je le précise, la vice-présidente de l'association Marion la main tendue, basée à la fois en région parisienne, mais aussi au Grand-Duché de Luxembourg. Vous allez nous dire comment mieux lutter contre le harcèlement à l'école chez les plus petits. Isabelle Dignocourt, vous décrivez un désastre, il n'y a pas d'autre mot, d'un enseignement tiré, dites-vous, vers le bas, réforme après réforme. Vous exercez depuis 25 ans, notamment dans le nord de la France, dans les quartiers populaires. Quel a été, selon vous, le tournant en France ? La dernière réforme a vraiment été catastrophique, mais ça fait une vingtaine, une trentaine d'années en fait, où les réformes se succèdent. Je vais faire ma 26e rentrée et j'ai connu 13 ministres, le 14e. Depuis le mois de mai. La 13e, c'était Najat Vallaud-Belkacem. Voilà. Vous évoquiez cette réforme, c'est celle des collèges. Oui. En quoi a-t-elle été mauvaise? En quoi est-elle mauvaise selon vous? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la continuité de tout ce qui a été mis en place un petit peu jusque-là. On a beaucoup parlé d'égalité dans cette réforme, d'égalité des chances. Et en fait, nous, sur le terrain, on constatait qu'au contraire, c'était une des réformes les plus inégalitaires qu'on ait pu connaître. On a reproché au latin d'être une matière élitiste, alors que moi, j'ai enseigné pendant 20-25 ans à Roubaix et Tourcoing, dans des quartiers effectivement populaires. Et les élèves avaient un vrai bénéfice à connaître cette matière qui ne pouvait leur être offerte nulle part ailleurs qu'à l'école. L'idée, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a certains quartiers où on dit, au fond, cette matière n'est pas pour eux, il faut être pragmatique, il faut leur enseigner des choses plus faciles. C'est exactement ça. Et en fait, le latin étant passé à la marge, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que dans des établissements où on va avoir des difficultés moindres, le latin va continuer à être offert. Dans des établissements où on va considérer que les difficultés des élèves sont plus importantes, on va privilégier, par exemple, des demi-groupes dans d'autres matières, au détriment de l'enseignement du latin, sans se rendre compte que le latin est à l'origine de la langue française et qu'en passant par le latin, on peut remédier à beaucoup de difficultés et tout simplement en faisant autre chose avec les élèves que du français encore mieux. On évoque la réduction du nombre d'élèves en cette rentrée. Pour vous, ce n'est pas une mesure positive, si? Si, c'est une excellente mesure parce qu'effectivement, on reproche beaucoup au collège, mais les difficultés viennent d'avant. Moi, j'ai enseigné dans les classes de 6e et au fil de ma carrière, j'ai fini par découvrir des élèves qui rentrent en 6e qui ne savaient même pas lire correctement leur nom ou leur prénom. Donc pour vous, le 14e ministre, enfin le 14e pour vous, est le bon? Alors pour l'instant, j'ai beaucoup d'espoir dans tout ce qui a été effectivement annoncé. Il est arrivé un peu tard par rapport à la préparation des rentrées, donc j'attends maintenant des actes forts. Jean-Michel Blanquer a peut-être lu votre livre, Le ministre français de l'Éducation nationale. Catherine Verdier, ce n'est pas déconnecté ce dont on va parler avec vous ce soir justement, et le livre d'Isabelle Dignocourt, puisqu'il y a peut-être des passerelles. Vous êtes intéressé, vous vous intéressez à ce qu'on appelle le harcèlement à l'école. D'abord, peut-être une définition. À partir de quand parle-t-on de harcèlement? C'est quoi au juste? Le harcèlement scolaire, c'est une violence, tout simplement, bêtement, une violence de la part d'un ou d'un groupe d'enfants à l'égard d'un autre sur une durée suffisamment longue pour abîmer et détruire la victime. On va l'appeler harcèlement comme ça. Verbal, ça peut être les insultes? C'est harcèlement verbal, harcèlement physique, harcèlement social, harcèlement sexuel et cyberharcèlement, c'est-à-dire harcèlement sur Internet. C'est 5 types de harcèlement. Alors justement, comment détecter selon vous un enfant victime de harcèlement? Alors il y a des petits, ça dépend aussi de la gravité finalement et du harcèlement et des capacités à endurer les choses de la part de l'enfant.
C'est peut-être des petits symptômes, des petits bobos, des maux de ventre, des maux de tête, des pas envie d'aller à l'école. C'est parfois un peu plus grave, c'est-à-dire un désinvestissement scolaire, un désinvestissement social, c'est-à-dire un enfant qui se met en retrait, des symptômes dépressifs. Y compris à la maison, refuser toute activité et rester isolé. Tout à fait, tentative de suicide. Mais évidemment, le premier des symptômes, c'est la perte de l'estime de soi, c'est-à-dire la perte de confiance en soi, où l'enfant se dévalorise complètement. Et vous avez une méthode, d'ailleurs, vous dites c'est la méthode des 3 E, je fais la liaison, mais il s'agit de la lettre E. Expliquez-nous en quoi elle consiste. Tout à fait. C'est les 3 E, donc sans liaison. Ce sont les émotions, le vocabulaire des émotions, c'est l'estime de soi et c'est l'empathie. Et je pense et je crois que ce sont 3 dimensions qu'il faut absolument travailler pour que les enfants ne deviennent ni victimes ni harceleurs. Parce qu'on parle beaucoup des victimes, mais les harceleurs, je suis également très inquiète pour ces enfants-là. Quand on est professeur, comment on fait face à ce type de fléau? Est-ce que vous y avez été confronté d'ailleurs au harcèlement d'un de vos élèves? Oui, c'est extrêmement difficile parce que par principe c'est caché et depuis quelques années c'est encore plus caché et encore plus décalé à cause justement des réseaux sociaux. Et c'est pour nous, enseignants, très difficile à maîtriser. D'ailleurs, ça ne se maîtrise pas puisque ça se passe systématiquement en dehors de l'école. Et on n'a pas prise, en fait, sur ce qui se passe en dehors de l'école. Mais ça, forcément, ça revient dans le monde scolaire. Et c'est vrai qu'on essaie, dans la mesure du possible, d'être très sensible aux enfants qui seront fermes. Mais ce n'est pas évident du tout à déceler. La société est-elle le reflet de l'école ou l'école est-elle le reflet de la société? On dit souvent qu'on demande beaucoup aux profs. Oui, ça c'est. On nous en demande beaucoup, de plus en plus. Et l'école est peut-être un lieu qui est de moins en moins un lieu protégé. Un sanctuaire. Ouais. Qu'est-ce qui vous a incité à être professeur, vous, fille d'ouvrier? La volonté de transmettre ce que j'avais eu à l'école, en fait, parce que ce que j'avais à l'école, il y avait l'école qui était là pour me le donner. Le latin, je l'ai découvert à l'école. Il y a plein de choses que je n'ai découvert qu'à l'époque. En plus, moi, je fais partie d'une génération où il y avait 3 chaînes de télévision. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... voilà. Et il n'y avait que la lecture qui m'était offerte aussi à l'école, parce que les livres coûtaient déjà cher à l'époque et qu'on avait des livres en prix. Et c'est cette volonté-là, en fait, de partager et de transmettre aux élèves ce que moi j'avais reçu. Alors, chez les plus petits, est-ce que l'on peut parler de harcèlement à l'école maternelle, à l'école primaire? Vous posez la question dans un chapitre du livre et vous nous apprenez que les Canadiens parlent, eux, d'intimidation. Et on a appris, d'ailleurs, grâce à vous, qu'il y a une ministre au Québec qui est en charge de ces questions d'intimidation. Tout à fait, effectivement. J'ai lu la même chose que vous ce matin dans Le Parisien. Effectivement, il y a un ministère de l'intimidation qui va s'occuper de tout ce qui est harcèlement scolaire au Québec. Je trouve ça fantastique et génial. Donc, message à M. Blanquet. Et comment se passent concrètement vos actions? Est-ce que vous faites des ateliers? Est-ce que vous recevez des enfants victimes de harcèlement? Alors, l'association Marion la main tendue, effectivement, on essaie de s'occuper de trois axes, c'est-à-dire des professeurs et des enseignants, de l'équipe pédagogique, en proposant des sensibilisations et des formations à la méthode PICAS. On propose au niveau des parents des conférences, des colloques, de la sensibilisation pour qu'ils comprennent aussi quels sont les signes qu'il faut repérer chez un enfant en cas de harcèlement, et puis quoi faire. Et puis on essaie par rapport aux enfants, évidemment, et de les sensibiliser. Et nos ateliers, effectivement, proposent de remettre un peu de confiance en soi, puisque je disais que c'était le premier des symptômes, c'est-à-dire l'estime de soi qui est balayée, quoi. Les réseaux sociaux, on y revient. Qu'est-ce qui a changé avec leur émergence, selon vous? La violence, la gratuité de la violence, l'impunité de la violence. Je veux dire, on est derrière un écran, on est caché, en fait, derrière un écran. On ne mesure pas aussi le poids des mots, le poids des... Oui, tout à fait. On est libre. C'est un terrain de jeu libre, sans canaliser, sans pouvoir canaliser, sans personne ne canalise cette violence. Isabelle Dignocourt, dans ce livre, on l'a dit, hein, vous le répétez, vous avez connu 14 ministres aujourd'hui de l'Éducation nationale. Pour autant, ce ne sont pas eux que vous vilipendez, mais la machine administrative, si je ne me trompe. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au système
Il y a des responsables et des coupables. Voilà. Et ce que je reproche, c'est d'être toujours allé dans le même sens depuis de nombreuses années. Ce que j'ai découvert effectivement en faisant des recherches pour ce livre, ce que je ressentais sans savoir de où ça venait, et découvert qu'il y avait des rapports comme ça qui se baladaient dans les couloirs de la rue de Grenelle. Vous dites que les ministres sont manipulés de l'intérieur de la rue de Grenelle. Oui, parce que c'est quand même bizarre de retrouver des choses qui ont été préconisées il y a 20 ans. Il y a plus d'une vingtaine d'années, et de les retrouver dans la dernière réforme. Donc c'est pas une question de gauche-droite, selon vous? Non. Non. Non, non, il y a une idéologie derrière qui n'a rien à voir avec la gauche et la droite. D'ailleurs, moi, j'aimerais justement qu'on dépasse ce clivage, ce faux clivage. Je propose dans mon livre qu'on instaure les Grenelles de la rue de Grenelle, les Grenelles de l'éducation, et qu'on passe au-delà de ce clivage et qu'on réfléchisse enfin au bien de l'enfant. Et quand on parle aussi, par exemple, des rythmes scolaires, quand on voit quelquefois les périodes, dans le Nord, pendant 2 années de suite, on a eu 11 et 12 semaines après les vacances d'avril, qu'on ne me dise pas qu'on a fait ça pour le bien de l'enfant. Peut-être une question aussi sur cette question ministérielle. 14 ministres, on le disait. Aujourd'hui, qui peut sauver l'enfant, puisque c'est le sous-titre de votre livre, il n'y a plus Ferry, il n'y a plus Condorcet, qui peut quoi? Faire confiance. Nous faire confiance. Alors c'est vrai que j'entends beaucoup ce mot depuis quelques semaines. Arrêtez de vous brider, en fait. C'est que faire confiance aux enseignants, mais que la société fasse aussi confiance aux enseignants, que les parents fassent confiance aux enseignants. C'est pas toujours le cas. Justement, puisqu'on parle des parents, si vous aviez un conseil à donner aux pères de famille et aux mères de famille qui nous regardent ce soir, quel serait-il justement par rapport à cette question du harcèlement pour que leur enfant ne soit pas harcelé, mais qu'il ne devienne pas harceleur aussi? Soyez vigilants, il faut être vigilant, il faut rien laisser passer, il faut parler avec son enfant, beaucoup parler, garder le contact, garder la communication et sincèrement essayer que cette confiance en lui que l'enfant a soit la meilleure possible et la plus forte possible. Hashtag J'aime les autres, les bonnes relations à l'école, édition du Rocher. Merci Catherine Verdier, merci également Isabelle Vignocourt. L'éducation nationale, une machine à broyer, c'est également aux éditions du Rocher.